L'appel au 911 a été reçu à 23h42. L'opérateur pouvait à peine distinguer la voix, des murmures, une respiration haletante et un faible bruit de quelque chose qui se brisait en arrière-plan. « S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. Il va... » Clic. La ligne a été coupée. Lorsque les agents sont arrivés devant la modeste maison bleue de Willow Street, la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Aucune lumière n'était allumée à l'intérieur, mais la télévision clignotait dans le salon, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Le silence était troublant. Pas le moindre mouvement, pas même le grincement d'une planche. Lorsque l'agent Diane Morales entra, elle remarqua immédiatement quelque chose, une traînée sombre sur le parquet, qui menait au bout du couloir. Au bout du couloir, la porte de la salle de bain était fermée, verrouillée, mais sous la porte, du sang. Épais, lent, indéniable. Ils enfoncèrent la porte. Jasmine Reed gisait immobile sur le carrelage, les mains serrant toujours un petit bout de papier plié, maculé de sang mais lisible. Ce qu'il disait allait bouleverser toute l'affaire. Mais le plus troublant était Nathan Cole, son mari, assis dans la cuisine, silencieux, les mains couvertes de sang, le regard fixe sur le mur. Il n'avait pas fui, il n'avait pas résisté. Il n'avait dit qu'une seule chose. Elle m'a menti. Si vous voulez comprendre toute la vérité derrière cette affaire et ne manquer aucun détail des crimes que le monde s'obstine à oublier, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Ici, chaque histoire révèle plus que des secrets. Elle révèle qui nous sommes vraiment. Vous en faites partie. Nathan Cole était le genre d'homme qui mettait les gens en confiance. Âgé de 35 ans, large d'épaules et au regard franc, il passait ses journées à réparer des voitures dans un petit garage à la périphérie de Montgomery, en Alabama. Les clients l'adoraient. Il se souvenait de leurs noms, de l'anniversaire de leurs enfants, et même de la façon dont ils prenaient leur café. Pour la plupart, Nathan était un homme calme et fiable, issu d'une petite ville du Sud où la messe du dimanche était aussi régulière que le café du matin. Il avait grandi dans une famille très religieuse, fils d'un ouvrier sidérurgiste et d'une institutrice. Il allait à l'église tous les dimanches et étudiait la Bible le mercredi. Son père lui avait appris la discipline, sa mère, la compassion. Mais aucun d'eux ne l'avait préparé à la solitude. Ses relations passées avaient toutes été brèves et sans histoire. Il voulait créer des liens, mais il avait du mal à faire confiance. Quand il a rencontré Jasmine Reed lors d'un rassemblement de voitures de tous les endroits possibles, quelque chose a changé. Elle ne ressemblait à personne qu'il connaissait. Confiante, chaleureuse et naturellement charmante. Elle riait à ses blagues. Elle lui apportait du café sans qu'il le lui demande. Elle lui posait des questions et l'écoutait vraiment. Jasmine avait une étincelle dont Nathan ne savait pas qu'elle lui manquait. En quelques semaines, ils étaient inséparables. Jasmine, une coiffeuse de 29 ans, venait d'emménager en ville et essayait de se constituer une nouvelle clientèle. Elle parlait souvent de nouveaux départs, de laisser le passé derrière soi et de se construire une vie où personne ne connaissait son histoire. Nathan aimait ça. Il comprenait le besoin de faire table rase du passé. Leur relation a évolué rapidement. Dîner entre amis, messe le dimanche, et même des voyages pour rendre visite à sa mère. Jasmine a immédiatement séduit sa famille, en particulier sa petite sœur, qui s'extasiait sur son sens de la mode et son humour. Les amis de Nathan le taquinaient, en lui disant qu'il avait enfin l'air heureux. Il l'était. Ils se sont mariés après 8 mois de relation, lors d'une cérémonie intime dans une église. Pas de fête extravagante, juste des vœux, des amis proches et des larmes. Nathan a pleuré lorsque Jasmine a remonté l'allée. C'était la première fois que sa mère le voyait pleurer ouvertement. Il a dit qu'il avait l'impression que Dieu avait enfin exaucé sa prière. Jasmine emménagea dans la petite maison soigneusement entretenue de Nathan, dans Willow Street. Il installa un fauteuil de salon dans la chambre d'amis pour l'aider à développer son activité. Ils peignirent les murs ensemble, rirent devant des plats à emporter et passèrent leur week-end blottis l'un contre l'autre à regarder des documentaires policiers. Leur vie était calme, simple et pour Nathan parfaite. Mais dans ce calme, il y avait des signes
de petites fissures sous la surface. Jasmine avait un tiroir fermé à clé qu'elle n'ouvrait jamais devant lui. Elle évitait les questions sur son passé à Memphis. Elle sursautait chaque fois que certains noms apparaissaient à la télévision. Nathan l'avait remarqué, mais il n'y prêtait pas attention. L'amour, se disait-il, c'était ne pas se mêler des affaires des autres. Et puis, ils étaient heureux, n'est-ce pas? Pendant la majeure partie de sa vie, Nathan Cole avait recherché quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. La stabilité, peut-être. Ou l'amour. Ou simplement la tranquillité d'esprit. Après des années passées à faire les mêmes choses, travailler, aller à l'église, dormir, il était prêt à recommencer, à écrire un nouveau chapitre qui ne serait pas seulement consacré à la survie. Ce qu'il voulait plus que tout, c'était se construire une vie qui lui semble complète. Ses parents étaient décédés à 2 ans d'intervalle, son père d'une crise cardiaque, puis sa mère d'un cancer. Le silence qui avait suivi était insupportable. La maison dont il avait hérité lui semblait trop grande, trop froide. Ses amis se mariaient, avaient des enfants, menaient une vie qui semblait épanouie. Nathan, quant à lui, avait son travail, ses sermons du dimanche et, de temps en temps, une bière avec ses collègues. C'était tout. Il voulait plus. Pas n'importe quoi, mais un foyer, une compagne. Une raison de se réveiller le matin avec enthousiasme, autre que de changer des bougies d'allumage. Alors, quand Jasmine Reed est entrée dans sa vie, il a eu l'impression que c'était le destin. Il ne cherchait personne. En fait, il était en train de réparer une Mustang lorsqu'elle est apparue, avec son rouge à lèvres vif, sa veste en jean et son regard qui semblait tout savoir. Elle lui a demandé s'il pouvait jeter un œil à sa voiture, qui faisait un bruit bizarre. Nathan ne lui a même pas fait payer l'inspection. Au cours des semaines suivantes, Jasmine a trouvé toutes sortes de raisons pour passer au garage. Parfois, c'était pour un problème de voiture, d'autres fois, c'était juste pour prendre un café et discuter. Elle était vive d'esprit et curieuse, et elle mettait Nathan au défi d'une manière à laquelle il n'était pas habitué. Elle voulait connaître ses rêves, pas seulement son métier. Elle complimentait sa patience, sa voix, son regard lorsqu'il était concentré. Personne ne lui avait jamais accordé autant d'attention auparavant. Pour Jasmine, Nathan représentait la sécurité, la prévisibilité. Il était gentil, respectueux, et ne la poussait jamais à en dire plus qu'elle ne le souhaitait. Elle lui avait dit qu'elle avait déménagé à Montgomery pour prendre un nouveau départ, et il respectait cela. Tout le monde méritait une seconde chance. D'ailleurs, il avait ses propres démons. Il n'avait pas besoin de fouiller dans le passé de Jasmine. Au bout de 3 mois, ils passaient la plupart de leur temps ensemble. Jasmine s'était installée comme coiffeuse en ville et s'était rapidement constituée une petite clientèle fidèle. Nathan l'avait aidé à aménager un salon à domicile. Il lui avait même construit un poste de travail sur mesure à partir de vieux établis. Ils avaient désormais une routine, café le matin, déjeuner le dimanche avec sa sœur et soirée cinéma qui se terminait souvent par un endormissement sur le canapé. Nathan se sentait enfin stable pour la première fois depuis des années. Il se rendait plus souvent à l'église, non seulement pour prier, mais aussi pour remercier. Il dit au révérend Hastings que Jasmine était la plus grande bénédiction qu'il ait jamais reçue. Il en était convaincu de tout son cœur. La demande en mariage n'avait rien de spectaculaire. Un soir pluvieux, après un dîner tranquille à la maison, Nathan s'était simplement agenouillé et avait dit à Jasmine « Tu es celle que j'ai toujours attendue. Épouse-moi ». Elle avait dit oui avant même qu'il ait pu finir sa phrase. Ils avaient tous deux fondu en larmes. Ils se sont mariés dans cette même église 1 mois plus tard, entourés de leurs amis et des derniers membres de la famille de Nathan. Jasmine était radieuse, vêtue d'une simple robe blanche et les cheveux relevés dans un style pin-up vintage. Nathan avait du mal à parler lorsqu'il l'a vue à l'hôtel. Il s'est dit « Ça y est, c'est tout ce que j'ai toujours voulu ». Ils passèrent leur lune de miel à Nashville, rien d'extraordinaire. Juste une petite location et des promenades nocturnes sous les réverbères. Pour Nathan, ces jours étaient parfaits. Jasmine riait plus que jamais. Elle lui tenait la main en permanence. Et quand elle le regardait, il se sentait vu pleinement, complètement.
À leur retour à Willow Street, Nathan n'a pas perdu de temps pour réorganiser sa vie autour de la leur. Il a annulé ses soirées poker hebdomadaires avec ses collègues pour passer plus de temps à la maison. Il s'est mis à chercher des projets de rénovation. Il a même envisagé de passer à temps partiel pour aider Jasmine à développer son entreprise plus rapidement. Il n'était pas seulement heureux, il s'investissait. C'était ça, sa chance, son avenir. Mais parfois, tard dans la nuit, il se réveillait et trouvait Jasmine assise seule dans le salon, le regard perdu par la fenêtre. Quand il lui demandait si tout allait bien, elle souriait toujours et répondait qu'elle réfléchissait. Il n'insistait pas. Il ne voulait pas gâcher ce qu'ils avaient. Il se disait qu'elle avait juste besoin de temps, que la confiance se construisait petit à petit, que toutes les bonnes choses de la vie demandaient de la patience. Alors, il a attendu. Et pendant qu'il attendait, il rêvait. Il rêvait d'enfants. Il rêvait de vieillir ensemble. Il rêvait d'une balancelle sous le porche, de dîners de fête et d'une vie loin de la solitude. Il avait tout ce qu'il voulait. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Au début, c'était facile d'ignorer les petits détails. Le tiroir fermé à clé dans le salon de Jasmine. L'appel qu'elle coupait rapidement lorsque Nathan entrait dans la cuisine. Le fait qu'elle ne parlait jamais de sa famille, même pas en passant. Nathan mettait cela sur le compte des limites que chacun s'imposait. Tout le monde avait des blessures. Il n'était pas du genre à fouiner, mais les signes se sont accumulés. Jasmine était devenue plus silencieuse. Elle souriait toujours, l'embrassait toujours, avant de se coucher. Mais il y avait une distance dans son regard. Son rire ne durait plus aussi longtemps. Elle était plus fatiguée, plus distraite. Un soir, Nathan l'a trouvée en larmes dans la salle de bain. Quand il lui a demandé pourquoi, elle a éludé la question avec un sourire timide, prétextant les hormones et le stress du travail. « Ça va, chérie. C'est juste une mauvaise journée. » Nathan ne la croyait pas. Mais il n'insista pas. Puis vint l'enveloppe. Elle arriva un jeudi matin, glissée sous la porte d'entrée, sans expéditeur. Nathan la trouva sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier sur laquelle étaient tapés 3 mots en caractères gras. « Demande-lui tout ». Aucune explication, aucune signature. Il la fixa pendant plusieurs minutes, le cœur battant. Sa première pensée fut qu'il s'agissait d'une blague, peut-être d'un client mécontent de Jasmine ou d'une erreur destinée à quelqu'un d'autre. Mais quelque chose le titillait. Il ne lui montra pas la note. Au lieu de cela, il se mit à l'observer, discrètement, observant des choses qu'il avait autrefois ignorées. Pourquoi changeait-elle toujours de vêtements dans la salle de bain? Pourquoi effaçait-elle l'historique de ses appels? Pourquoi hésitait-elle chaque fois qu'il évoquait le fait de fonder une famille? Un soir, alors qu'elle était sous la douche, la curiosité l'emporta. Il ouvrit le tiroir fermé à clé de son salon, à l'aide d'une clé de rechange trouvée dans le tiroir à bric-à-brac. À l'intérieur, il trouva des documents, des formulaires médicaux, des documents juridiques, tous à un autre nom, Jason Reed. La pièce sembla se refroidir de 10 degrés. Ses mains tremblaient, tandis qu'il feuilletait les pages. Il y avait des références à un traitement hormonal, une demande de changement de nom et même une lettre d'un thérapeute. Il fixait les papiers, essayant de comprendre leur signification, mais son esprit allait trop vite pour assimiler quoi que ce soit. Il ferma le tiroir et ne dit rien. Au cours des jours suivants, Nathan devint distant. Il lui disait toujours « je t'aime » et lui apportait toujours son café, mais son ton avait changé. Jasmine le remarqua. Elle lui demanda s'il allait bien. Il sourit trop vite et répondit que oui, mais ce n'était pas le cas. Le silence entre eux s'épaissit. Les pensées de Nathan tournaient en boucle. Il commença à remettre en question chaque instant de leur relation. Était-ce un mensonge? Allait-elle finir par lui dire? Quelqu'un d'autre était-il au courant? Son éducation le hantait, les sermons, les avertissements, le langage du péché et de la tromperie. Il ne savait pas quoi faire face au conflit entre ce qu'il ressentait et ce qu'on lui avait enseigné. Pouvait-il encore l'aimer? L'avait-elle trahi? Ou n'avait-il pas posé les bonnes questions? Puis vint le SMS. Il provenait d'un numéro inconnu. Une photo.
Jasmine, lors d'une marche des fiertés, quelques années plus tôt, tenant une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Les vies trans sont sacrées ». Nathan fixa l'écran, pétrifié. Il n'avait jamais vu cette version d'elle auparavant. Pas en public, pas avec fierté. Le lendemain soir, ils dînèrent en silence. Jasmine picorait dans son assiette. Nathan ne mangeait pas. Lorsqu'elle lui prit la main, il la retira. « J'ai quelque chose à te demander », dit-il d'une voix basse. « Et j'ai besoin que tu sois honnête. » Elle avait l'air terrifiée. Nathan posa l'enveloppe sur la table. « Qui est Jason Reed ?» Jasmine ne dit rien au début. Ses mains tremblaient. Puis, après avoir pris une profonde inspiration, elle le regarda dans les yeux. « J'allais te le dire. J'ai essayé tellement de fois, mais je ne savais pas comment. » Il eut le souffle coupé. « Je suis toujours moi, Nathan. Rien n'a changé. Je t'aime, mais pour lui, tout avait changé. La femme qu'il avait épousée, celle autour de laquelle il avait bâti ses rêves, était désormais une énigme à laquelle il ne savait pas répondre. Il ne cria pas. Il ne pleura pas. Il se contenta de la fixer du regard. Et dans ce silence, une fissure commença à s'ouvrir, une fissure qu'aucun d'eux ne pourrait jamais refermer. La soirée avait commencé comme toutes les autres, un mardi tranquille. Le soleil avait déjà disparu derrière les arbres devant leur maison de Willow Street, et les seuls bruits dans l'air étaient le chant occasionnel des grillons et le ronronnement d'une télévision allumée en arrière-plan. Nathan était assis sur le bord du lit, les coudes sur les genoux, le regard fixé sur le sol. Jasmine se tenait devant le miroir de la salle de bain, se brossant les cheveux en silence. L'air était lourd, presque irrespirable. Il ne s'était pas adressé la parole depuis la veille, lorsque son secret avait finalement été révélé. Nathan ne pouvait pas se débarrasser des images, les papiers, la vieille photo, le nom Jason écrit à l'encre noire. Il se posait sans cesse les mêmes questions. Est-ce que j'allais le savoir un jour? Me l'aurait-elle dit si je ne l'avais pas découvert? Jasmine rompit le silence la première. Nathan, on peut parler. Sa voix tremblait. Pas de peur, mais de fatigue, comme si elle portait ce poids depuis trop longtemps. Je ne voulais pas te mentir. J'étais juste terrifié de te perdre, de perdre tout ça. Il ne la regardait pas. Alors pourquoi ne rien dire? Avant que tout ça arrive, j'ai essayé, tant de fois, mais j'ai vu comment tu parlais des gens comme moi. J'avais peur que tu me détestes. Je ne te déteste pas, dit-il, presque trop vite. Puis, après une pause, je ne sais tout simplement pas qui tu es. Cette phrase la frappa plus durement que n'importe quelle insulte. Les épaules de Jasmine s'affaissèrent. La femme qui était si joyeuse quelques instants auparavant se tenait désormais immobile, comme une statue sculptée dans le chagrin. Nathan se leva et passa devant elle pour se diriger vers la cuisine. Elle le suivit, hésitante. « Tu m'as dit que tu m'aimais », dit-elle d'une voix brisée. « C'est vrai », murmura-t-il. « Je ne sais pas ce que c'est maintenant. » Dans la cuisine, il ouvrit un tiroir et en sortit une bouteille de whisky, qu'il touchait rarement. Il but une longue gorgée, puis posa le verre sur le comptoir avec violence. « Tu m'as menti, Jasmine. Ce n'était pas un simple détail. C'était tout. »« Ce n'est pas tout, » dit-elle doucement. « Je suis toujours moi, la femme que tu as épousée, celle qui se réveille à tes côtés tous les matins, celle qui t'aime. » Mais il ne l'entendait plus. La respiration de Nathan s'accéléra. Son visage rougit, sous l'effet de la confusion, de la colère et de la trahison. Ses pensées revenaient sans cesse à tous les sermons, à toutes les mises en garde de son père, à toutes les voix conservatrices qu'il avait absorbées. « C'est mal, tu t'es fait avoir. Ce n'est pas de l'amour, c'est un péché. » Il se tourna vers elle, les yeux brûlants. « Avais-tu seulement l'intention de me le dire? Ou allais-tu simplement continuer à vivre dans le mensonge? J'attendais le bon moment. » Le bon moment, Jasmine. Nous sommes mariés. J'avais peur. Nathan frappa le réfrigérateur du poing. Le bruit fit sursauter Jasmine. Un bol en verre posé sur le comptoir trembla et tomba, se brisant en 1000 morceaux. Elle eut le souffle coupé et recula, levant instinctivement les bras pour se protéger. « Je ne suis pas venue ici pour te faire du mal, » murmura-t-elle. Mais cela n'avait plus d'importance. L'esprit de Nathan n'était plus dans cette cuisine.
Il était ailleurs, prisonnier d'une tempête de trahison et d'orgueil blessé. « Tu aurais dû me le dire, grogna-t-il. Tu aurais dû me laisser le choix. » Elle acquiesça, les larmes coulant sur son visage. « Je sais. Je suis désolé. Des excuses ne suffiront pas. » Puis, le silence. Un silence lourd, épais, suffocant. Nathan se retourna et sortit de la cuisine. Jasmine le suivit prudemment, le cœur battant à tout rompre. Il se rendit dans le garage, où il rangeait ses outils, ses fournitures, des objets qu'il ne touchait presque jamais, sauf pour réparer quelque chose. Elle resta sur le seuil. « Nathan, s'il te plaît, parlons-en, on peut trouver une solution. » Mais il ne l'écoutait pas. Son regard était fixé sur quelque chose sous l'établi. Un petit revolver poussiéreux qui n'avait jamais servi. Un héritage familial qu'il avait dit vouloir garder au cas où. Il le prit lentement, les mains tremblantes, le regard vide. Jasmine éleva la voix. « Nathan, arrête, ne fais pas ça. On peut aller voir un thérapeute, on peut surmonter ça. » Mais il était trop tard. Il s'avança vers elle, à pas lents et mécaniques. « J'avais confiance en toi. » murmura-t-il. « Je t'aime toujours, » dit-elle entre deux sanglots. « Je t'en prie. » Elle recula d'un pas, puis d'un autre. Nathan leva l'arme. « Non, Nathan, je t'en prie !» Le bruit du coup de feu résonna dans toute la maison comme un coup de tonnerre. Les voisins jurèrent plus tard avoir entendu un cri strident, mais un seul. Jasmine s'effondra, son corps heurtant le parquet avec un bruit sourd. Le sang se répandit sur le sol, imprégnant le bois. Ses yeux restèrent ouverts, figés dans un état de choc. Nathan se tenait debout au-dessus d'elle, le pistolet toujours levé, le torse haletant. Mais ce n'était pas fini. La rage ne l'avait pas quitté. La tempête qui faisait rage en lui ne s'était pas calmée. Il lâcha l'arme et se dirigea vers la cuisine, où il prit le plus grand couteau qu'il put trouver. Il revint vers elle, et ce qui se passa ensuite était trop horrible pour être raconté clairement. Sa fureur se déchaîna dans une violence brutale et impitoyable. Quand il s'arrêta, Jasmine était méconnaissable. Les murs étaient maculés de sang, le sol était glissant. Nathan tomba à genoux, sanglotant, tremblant, serrant son corps sans vie dans ses bras. Il ne s'enfuit pas, il ne se cacha pas. Il resta assis dans la pièce baignée de sang, se balançant d'avant en arrière, murmurant sans cesse « Elle m'a menti, elle m'a menti ». L'appel officiel est arrivé à 00h03. L'agent Diane Morales a été la première à arriver. À ce moment-là, le quartier de Willow Street était déjà en effervescence. Les lumières des porches clignotaient, les rideaux bougeaient. Les gens sortaient en peignoir et en pyjama, attirés par le bruit des coups de feu et l'atmosphère tragique indéniable. La scène à l'intérieur de la maison des Cole était inoubliable. Des traces de sang menaient de la cuisine au couloir, formant des motifs irréguliers. Des éclats de verre craquaient sous ses bottes. L'air était chargé d'une odeur de fer et d'autre chose, quelque chose qui sentait le chagrin. Lorsqu'elle arriva dans la salle de bain, Morales s'arrêta net. Le corps de Jasmine Reed gisait recroquevillé sur le carrelage. Ses yeux étaient encore ouverts, ses mains avaient griffé le sol. Les blessures, profondes, irrégulières et délibérées, racontaient une histoire de désespoir et de rage. Un coup de feu dans la poitrine, plusieurs coups de couteau, c'était excessif, c'était personnel. Et là, à quelques mètres de là, était assis Nathan Cole. Il était à genoux, couvert de sang. Ses yeux étaient écarquillés, le regard vide. Ses lèvres bougeaient, sans émettre le moindre son. Dans sa main droite, il serrait le revolver. Le couteau gisait sur le sol à côté de lui, luisant et rouge. Il n'opposa aucune résistance lorsque Morales s'approcha. Il ne broncha pas lorsque les menottes se refermèrent autour de ses poignets. Il ne faisait que marmonner la même chose, encore. Et encore, elle m'a menti. Je ne savais pas, elle m'a menti. Lorsque les renforts arrivèrent, la scène du crime était déjà bouclée. L'équipe médico-légale s'affairait, photographiant tout. Chaque éclaboussure de sang, chaque bosse dans le plaque-au-plâtre, chaque détail de l'horreur que Nathan avait créée. Rien sur les lieux ne suggérait une lutte pour la survie. Jasmine avait essayé de le raisonner jusqu'à la fin. Les ecchymoses sur ses bras n'étaient pas des marques de défense, mais les traces de quelqu'un qui ne s'était pas défendu. Le choc fut immédiat et viscéral dans la communauté.
Au matin, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Le nom de Jasmine était sur toutes les chaînes locales, accompagné de photos granuleuses tirées de ses réseaux sociaux. Elle souriait derrière son fauteuil de coiffeuse, lors d'une marche des fiertés, bras dessus, bras dessous, avec des amis. Les titres étaient cruels. Un mari tue sa femme après la révélation d'un secret. Une femme transgenre tuée lors d'une dispute domestique. Certains ont utilisé le mot trahison. D'autres ont parlé de tromperie. Mais rares sont ceux qui ont mentionné l'humanité de Jasmine. À l'église, le révérend Paul Hastings a tenté de maintenir la cohésion de la congrégation. Il a appelé à la prière et à la compréhension. Mais les murmures se sont répandus même dans le sanctuaire. Certains ont parlé de péché, d'autres ont parlé de maladie. Rares sont ceux qui ont parlé de meurtre. La meilleure amie de Jasmine, Sarah Coleman, était dévastée. Elle ne méritait pas ça, a-t-elle déclaré aux journalistes en larmes. Elle l'aimait. Elle lui avait tout confié. Et il l'a transformée en statistique. Sarah connaissait les peurs de Jasmine. Elle savait qu'elle hésitait avant de s'attacher à quelqu'un. Elle savait combien de temps il lui avait fallu pour se sentir en sécurité. Elle ne lui a pas menti. Elle a attendu le bon moment. Et ce moment n'est jamais venu, parce qu'elle avait peur précisément de cela. Lors de la cérémonie commémorative en l'honneur de Jasmine, des dizaines de bougies illuminaient les marches de son salon. Des clients, des amis et des inconnus sont venus déposer des fleurs, des messages et des photos. Quelqu'un a épinglé une citation tirée de sa page sur les réseaux sociaux sur la porte. « Je veux juste vivre en paix, dans l'amour et la vérité ». Le verre qui l'entourait était fissuré, mais toujours intact. Dans sa cellule, Nathan restait silencieux. Lors de son premier interrogatoire, il avait peu parlé. Lorsqu'on lui avait demandé ce qui s'était passé, il avait regardé le détective et murmuré « Elle a menti, elle n'était pas celle qu'elle disait être. Mais elle t'aimait », avait insisté le détective. Nathan avait cligné des yeux lentement. Ce n'était pas de l'amour. Le procureur avait ensuite décrit l'expression de Nathan comme dénuée de remords, mais pleine de confusion, comme un homme qui ne comprenait pas encore la différence entre le chagrin et la haine. Les experts en santé mentale ont passé des heures à essayer d'évaluer son état. Un rapport a conclu qu'il souffrait d'un trouble de stress aigu. Un autre a suggéré qu'il présentait des signes de transphobie intériorisée et de rage refoulée. Quoi qu'il en soit, l'équipe juridique a commencé à préparer une défense axée sur la détresse émotionnelle. Elle voulait présenter Nathan comme un homme accablé par la trahison. Mais tout le monde n'y a pas cru. La communauté LGBTQ+, a réagi rapidement en organisant des veillées et des manifestations. Les réseaux sociaux ont explosé avec le hashtag Justice for Jasmine, déclenchant un débat national sur la violence à l'égard des femmes transgenres, en particulier les femmes transgenres noires. Les militants ont souligné le taux élevé de meurtres au sein de la communauté, souvent commis par des personnes qu'ils connaissaient, aimaient ou en qui ils avaient confiance. Il ne s'agit pas seulement de la dépression d'un homme, a déclaré un orateur lors d'une veillée. Il s'agit d'un système qui dit aux gens qu'il est acceptable de tuer quelqu'un qui ne correspond pas à leur moule. Pendant ce temps, la famille de Jasmine est arrivée en avion depuis un autre État, trop bouleversée pour parler aux journalistes. Sa mère, les yeux gonflés de larmes, tenait simplement une photo encadrée de Jasmine lors de sa remise de diplôme. Elle n'a pas dit un mot. À Montgomery, les gens étaient divisés. Certains éprouvaient de la sympathie pour Nathan. Ils le considéraient comme une victime de la tromperie. D'autres le condamnaient sans équivoque, qualifiant son acte de meurtre motivé par la haine et l'ignorance. Le débat s'est propagé dans les émissions de radio locales, les réunions publiques et même les cafétérias scolaires. Tout le monde avait un avis. Mais rares étaient ceux qui faisaient preuve de compassion. La maison de Willow Street est restée bouclée pendant des semaines. Les voisins passaient devant en silence, traversant parfois la rue pour éviter de la regarder directement. Les lumières du porche étaient restées allumées, quelqu'un avait oublié de les éteindre. Ou peut-être était-ce intentionnel, un souvenir obsédant. Un lieu autrefois rempli de rires et de projets était désormais un monument à la perte, une vie volée, un avenir effacé. Et pour ceux qui avaient connu Jasmine,
Pas seulement son nom, mais son cœur. Le chagrin était plus profond que les mots ne pouvaient l'exprimer. Elle n'était pas morte dans un acte de violence gratuit. Elle avait été détruite par quelqu'un qui prétendait l'aimer. Et c'était cela que personne ne pouvait expliquer. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un « j'aime » et un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Parfois, partager ce que nous pensons aide les autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Votre voix compte et peut donner un sens à tout cela. Le procès était encore loin lorsque le premier rebondissement est survenu. Jusqu'alors, le récit était simple, du moins aux yeux de l'accusation. Un mari, bouleversé par une révélation personnelle, avait commis un acte de rage impardonnable. Mais les histoires, surtout les plus sombres, sont rarement aussi simples. L'inspectrice Diane Morales avait examiné les preuves une douzaine de fois, mais quelque chose la dérangeait. L'histoire de Nathan était chargée d'émotions, mais les détails logistiques, les éléments procéduraux, ne collaient pas. Ses réactions étaient trop mesurées. Il n'avait fait aucun effort pour nettoyer. Tout semblait répété, même mis en scène. Ce soupçon s'est transformé en quelque chose de plus concret lorsque les experts légistes ont signalé une anomalie. Des traces de sang ont été trouvées dans le salon de Jasmine, de minuscules gouttelettes derrière le tiroir fermé à clé où elle gardait ses documents. Initialement considérés comme des résidus provenant d'une coupure au doigt ou d'une tache de teinture pour cheveux, le laboratoire a confirmé qu'il s'agissait du sang de Jasmine, et plus important encore, qu'il avait séché au moins 3 jours avant le meurtre. Ce détail a tout changé. Si Jasmine avait saigné plusieurs jours avant sa mort, cela signifiait qu'il s'était passé quelque chose avant la nuit du meurtre, quelque chose que Nathan n'avait pas mentionné. Morales a creusé davantage, examinant les SMS sur le téléphone de Jasmine, dont beaucoup avaient été supprimés et partiellement récupérés par des experts techniques. Un SMS a retenu son attention. Il avait été envoyé à sa meilleure amie, Sarah, 3 nuits avant le meurtre. Je crois qu'il sait. Il agit différemment. J'ai peur. C'était le premier élément qui suggérait une préméditation. Jasmine n'avait pas avoué lors d'une conversation calme qui avait dégénéré en violence soudaine. Elle vivait dans la peur, observant Nathan changer de jour en jour, attendant le moment où tout s'écroulerait. Puis, Morales a trouvé autre chose. L'enveloppe contenant le message tapé à la machine « Demandez-lui tout » n'a jamais été versée au dossier. Elle a été mentionnée lors des premiers interrogatoires de police, mais n'a pas été cataloguée, photographiée, ni enregistrée. Frustré, Morales a retrouvé le policier qui était arrivé le premier sur les lieux. Il ne se souvenait pas l'avoir vu, mais l'accusation l'avait. L'équipe de défense de Nathan a confirmé que l'enveloppe avait été retrouvée plus tard, parmi les affaires dans un carton de rangement. Et derrière l'enveloppe se trouvait autre chose. Une deuxième note, celle-ci manuscrite, qui n'avait jamais été montrée aux enquêteurs. « Elle vous ment. Vous méritez de connaître la vérité. Je peux le prouver. » Elle n'était pas signée, mais l'analyse graphologique révéla quelque chose de troublant. Elle correspondait à une note dans l'ancien journal de Nathan, remis par sa sœur lors d'une vérification des antécédents. En bref, Nathan avait écrit cette note à lui-même. Il était à la fois le messager et le destinataire. Lorsque Morales a confronté le procureur, celui-ci est resté silencieux. L'accusation avait monté un dossier solide, mais l'enquêteur découvrait quelque chose de plus sombre, de plus prémédité. Nathan n'avait pas simplement craqué. Il était en pleine spirale. Il avait planifié son geste. Il avait attendu le moment propice. Pendant ce temps, l'autopsie de Jasmine révélait d'autres incohérences. Elle avait des ecchymoses sur les bras datant d'au moins 1 semaine, cachées sous des manches longues. Et dans ses poumons, des traces de médicaments contre l'anxiété qui ne lui avaient pas été prescrits. Sarah confirma que Jasmine ne prenait pas de médicaments, pas même pour les maux de tête. L'hypothèse émergea que Nathan lui avait peut-être glissé quelque chose dans les jours précédant le meurtre pour la rendre silencieuse, docile, effrayée. Au fur et à mesure que Morales reliait les pièces du puzzle, un nouveau profil de Nathan commença à se dessiner. Ce n'était pas un homme dévasté par la trahison, mais un homme obsédé par le contrôle.
un homme conditionné par une pensée stricte et binaire, où l'amour n'existait qu'à l'intérieur de lignes rigides et où tout écart par rapport à ces lignes était punissable. Il ne s'agissait pas d'être choqué, il s'agissait d'être remis en question. Morales présenta ses conclusions au procureur et exigea que l'affaire soit restructurée. Le plan initial était d'inculper Nathan pour meurtre au 2e degré, un acte de violence impulsif motivé par une détresse émotionnelle. Mais à présent, avec les preuves de plus en plus nombreuses de préméditation, de manipulation et de violence psychologique, le procureur accepta de poursuivre pour meurtre au 1er degré. Cette nouvelle changea tout. Les médias changèrent de ton. Les gros titres passèrent de « Un homme craque après la révélation du secret de sa femme » à « De nouvelles preuves suggèrent que le meurtre était prémédité ». L'équipe de défense s'est démenée. Son argumentaire fondé sur la détresse émotionnelle a commencé à s'effriter. Sarah, qui regardait les informations depuis son petit appartement, a fondu en larmes en apprenant la nouvelle. Elle savait qu'il allait faire quelque chose, a-t-elle murmuré à la caméra d'une chaîne d'information locale. Elle a essayé de m'avertir. J'aurais dû faire plus. Pour la première fois depuis la mort de Jasmine, le vent a commencé à tourner. Pas seulement dans la salle d'audience, mais aussi dans le cœur de ceux qui suivaient l'affaire. À mesure que la vérité sur les jours qui ont précédé le meurtre de Jasmine commençait à faire surface, quelque chose a changé, non seulement dans la salle d'audience, mais aussi dans la communauté qui avait autrefois considéré cette affaire avec ambivalence. Ce qui semblait au départ être une tragique dispute familiale se révélait être quelque chose de bien plus sinistre. Un acte calculé, motivé par le besoin de contrôle, la honte et une haine refoulée. Au cœur de ce revirement se trouvait Sarah Coleman. La meilleure amie de Jasmine était restée silencieuse pendant des semaines, submergée par le chagrin, la culpabilité et le déferlement médiatique. Mais après avoir pris connaissance des conclusions de l'enquête médico-légale, et en particulier des SMS envoyés par Jasmine peu avant sa mort, elle a décidé qu'elle ne pouvait plus se taire. Sarah a contacté une journaliste d'investigation locale, Naomi Fields, qui s'était forgé une réputation en enquêtant sur des affaires controversées et chargées d'émotions. Naomi a écouté l'histoire de Sarah dans un café tranquille, a pris des notes, puis lui a posé une question simple. « Êtes-vous prête à témoigner officiellement ?» Sarah a hésité. Puis, elle a acquiescé. « Si je ne le fais pas, qui parlera pour elle ?» L'interview a été diffusée 2 soirs plus tard, au journal télévisé. Sarah a raconté comment Jasmine avait exprimé sa peur grandissante face au comportement de Nathan. Elle a parlé de la nuit où Jasmine avait pleuré au téléphone, disant que Nathan l'avait regardée comme si elle était quelque chose de dégoûtant. Elle a révélé que Jasmine avait rédigé une lettre, celle qu'elle n'avait jamais pu envoyer, expliquant tout à Nathan, mais qu'elle avait eu trop peur de la laisser à la vue de tous. L'interview a fait l'effet d'une bombe sur Internet. Elle était crue, émouvante et surtout indéniable. Naomi ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à fouiller dans le passé de Nathan, contactant d'anciens collègues, des voisins et même son église. Ce qu'elle a découvert brossait un tableau très différent de celui que la défense avait bâti. Le révérend Paul Hastings, l'homme qui avait marié Nathan et Jasmine, a d'abord refusé de parler. Mais finalement, derrière des portes closes, il a admis quelque chose de terrifiant. Quelques mois avant le mariage, Nathan lui avait demandé si quelqu'un pouvait encore être sauvé s'il épousait une personne qui avait un secret. Il n'avait rien dit de plus, mais maintenant, avec le recul, cela prenait un tout autre sens. Naomi a publié un long article intitulé « L'homme qui ne pouvait pas accepter la vérité », qui est devenu viral en quelques heures. D'autres personnes ont commencé à s'exprimer. Un ancien collègue s'est souvenu que Nathan faisait des blagues grossières sur les femmes transgenres. Un autre se souvenait qu'il avait dit « Si quelqu'un me mentait sur quelque chose d'aussi important, je perdrais la tête. » Chaque témoignage éroda l'image d'un homme simplement pris au dépourvu. Au contraire, le portrait qui se dessinait était celui d'un homme dont les convictions s'étaient durcies jusqu'à devenir dangereuses. Pendant ce temps, le détective Morales travaillait avec le procureur pour rouvrir certaines parties de l'enquête.
Ils ont commencé à réinterroger les témoins, à examiner les images de vidéosurveillance du quartier et à demander l'historique du navigateur et les données GPS du téléphone de Nathan. Ce qu'ils ont découvert était accablant. Dans les semaines qui ont précédé le meurtre, Nathan avait recherché des termes tels que « comment savoir si quelqu'un ment sur son genre ?» « Peut-on poursuivre son conjoint pour fraude ?» « Comment confronter quelqu'un qui cache son identité ?» Il s'était également rendu dans un stand de tir à une 50aine de kilomètres de la ville où il s'était entraîné avec le revolver qui traînait dans son garage depuis des années. Ce n'était pas de la rage, c'était de la préparation. Face à ces nouvelles preuves, le juge a approuvé une requalification des charges. Meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes, notamment pour crime haineux. Il s'agissait d'une décision rare en Alabama, mais qui témoignait du sérieux avec lequel la justice traitait désormais cette affaire. Sarah, désormais fervente militante, s'est associée à des organisations juridiques LGBTQ+, pour réclamer des réformes plus larges. Elle a pris la parole lors de réunions publiques, est intervenue dans des débats nationaux et s'est même adressée à une commission sénatoriale de l'État pour dénoncer les dangers auxquels sont confrontées les femmes transgenres, non seulement de la part d'inconnus, mais aussi de leurs proches. Il ne s'agit plus seulement de Jasmine, leur a-t-elle dit. Il s'agit de toutes les personnes qui sont obligées de choisir entre vivre leur vie telle qu'elles la souhaitent et rester en vie. Partout à Montgomery, les conversations ont changé. Les mêmes voisins qui chuchotaient autrefois sur ce que Jasmine cachait se demandaient désormais pourquoi Nathan avait réagi ainsi. Pourquoi l'Église était restée silencieuse. Pourquoi le système judiciaire avait failli passer à côté de ce qui se trouvait juste sous ses yeux. Et au milieu de cette vague de prise de conscience croissante, Naomi a publié un deuxième rapport, cette fois-ci entièrement consacré à la vie de Jasmine. Pas à sa mort, à sa résilience, à son humour, à ses rêves, à son désir d'ouvrir sa propre académie de beauté, à la famille qu'elle avait commencé à construire avec Nathan, convaincue d'avoir enfin trouvé l'amour qui l'acceptait telle qu'elle était. L'article se terminait par le dernier post Instagram de Jasmine, publié 3 jours avant sa mort. « Je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas besoin de l'être. Je veux juste être authentique, aimée et en sécurité. C'est tout. » Cette phrase a résonné dans toute la ville. Les gens l'ont imprimée sur des pancartes, ils l'ont peinte sur des fresques murales, ils l'ont écrite à la craie sur les trottoirs, devant les tribunaux. Le système avait failli laisser tomber Jasmine, mais la vérité avait trouvé sa voie. Et pour la première fois depuis cette nuit sanglante, quelque chose qui ressemblait à la justice commençait à prendre forme. La salle d'audience était bondée. Des rangées de journalistes, de militants, d'amis de Jasmine, de la famille restante de Nathan. Tous ceux qui avaient suivi l'affaire depuis le moment où le sang avait été découvert sur le sol de cette maison tranquille de Willow Street étaient maintenant là, attendant des réponses. Certains étaient venus pour obtenir justice, d'autres pour tourner la page. Quelques-uns étaient venus pour voir si la rédemption était encore possible. Nathan Cole entra vêtu d'un costume bleu marine qui ne lui allait plus très bien. Il semblait plus mince, plus vieux, avec une barbe clairsemée et les yeux enfoncés. Pendant des semaines, il était resté silencieux tout au long du procès, évitant le regard des spectateurs et répondant à peine à son équipe d'avocats. Mais maintenant, il allait enfin devoir faire face aux preuves, aux témoins et, plus accablant encore, à la mémoire de Jasmine. L'accusation ne perdit pas de temps. Elle a commencé par montrer une photo obsédante de Jasmine, souriante derrière son fauteuil de coiffeuse, des ciseaux à la main, rayonnant de confiance. « Voici, » a déclaré l'avocat, « celle que Nathan Cole a détruite. Voici la vie qu'il a brisée. Et nous sommes ici aujourd'hui pour veiller à ce qu'il soit tenu responsable, non pas d'un moment de folie, mais d'une série de décisions qui ont abouti à une brutalité calculée. Ils ont construit leur dossier couche par couche, pièce par pièce. Ils ont montré les documents que Nathan avait trouvés dans le tiroir de Jasmine, les formulaires de changement de nom, les rapports médicaux. Ils ont expliqué comment ils les avaient découverts quelques jours avant le meurtre.
Et comment, au lieu d'en parler à quelqu'un, à son pasteur, à un thérapeute, voire à Jasmine elle-même, il avait commencé à chercher sur Internet comment confronter et dénoncer quelqu'un. Ils ont extrait son historique de recherche. Ils ont repassé les sessions de navigation privée de son navigateur. Ils ont montré les images de vidéosurveillance de la station-service près du stand de tir. Nathan, vêtu d'un sweat à capuche gris, se dirigeant vers le comptoir pour acheter des munitions. Puis 2 heures au stand de tir, tirant méthodiquement. La voix du procureur n'a jamais élevé le ton, n'a jamais faibli. Elle était calme et froide. La préméditation n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, elle ressemble à un homme debout dans un garage, répétant comment tuer la femme qu'il prétend aimer. Puis vinrent les enregistrements audio. Le message vocal laissé par Jasmine à Sarah la veille de sa mort. Sa voix tremblait. « Je crois qu'il sait. Il ne me regardera plus jamais de la même façon. J'ai peur, Sarah. J'ai vraiment peur. » Le jury resta silencieux. Lorsque Sarah a pris la parole, elle avait du mal à contenir son émotion. Elle a décrit le rêve de Jasmine d'ouvrir sa propre académie, son enthousiasme à l'idée de construire un avenir avec Nathan et comment elle disait toujours « Il me fait me sentir en sécurité ». Elle lui avait confié tout ce qu'elle avait, a déclaré Sarah, les yeux humides. Et il a utilisé cette confiance pour la détruire. La défense a tenté de se défendre. Elle présenta Nathan comme un homme poussé à bout par ce qu'il percevait comme une trahison. Elle fit appel à un psychologue qui témoigna que Nathan avait une vision du monde rigide, façonnée par un traumatisme infantile et un conditionnement religieux extrême. Le fait d'apprendre la vérité sur Jasmine aurait provoqué un effondrement psychologique. Mais l'accusation répliqua en appelant le thérapeute de Jasmine, qui confirma que Jasmine se préparait activement depuis des semaines à tout raconter à Nathan. Son hésitation n'était pas de la manipulation, mais de la peur. Elle craignait pour sa vie, a déclaré le thérapeute sans détour. Nathan a été appelé à la barre. C'était la première fois qu'il s'exprimait publiquement depuis le meurtre. Sa voix était basse, mesurée, presque vide. « Je n'avais pas prévu de la tuer », a-t-il déclaré. « J'ai juste perdu le contrôle. » Le procureur s'est penché vers lui. « Vous avez perdu le contrôle après avoir pratiqué le tir au revolver pour la première fois depuis des années. Après avoir cherché comment confronter quelqu'un au sujet de son genre, après avoir glissé des anxiolytiques dans son thé sans le lui dire ?» Nathan a hésité. « Je ne voulais pas lui faire autant de mal. Vous l'avez poignardé 17 fois. » Silence. Dans la salle d'audience, on pouvait sentir le poids de la vérité qui pesait enfin sur lui. Il n'y avait plus de déni, plus de tentative de présenter cela comme un tragique malentendu. Les faits étaient là, et ils désignaient un homme qui avait fait un choix, pas sur un coup de tête, mais après plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Dans les derniers instants de leur plaidoirie, les avocats de l'accusation revinrent sur la publication Instagram de Jasmine. « Je veux juste être authentique, aimée et en sécurité. C'est tout. C'est tout ce qu'elle voulait, » dit le procureur, la voix légèrement étranglée. « Et au lieu de cela, elle est morte sur le sol de sa propre maison, non pas parce qu'elle était malhonnête, mais parce que l'homme qu'elle aimait ne pouvait pas accepter sa vérité. » Lorsque le jury a été renvoyé pour délibérer, toute la salle a expiré d'un seul souffle. Les heures ont passé. Le soleil s'est couché derrière les fenêtres du tribunal. Les gens faisaient les 100 pas, priaient, pleuraient dans les coins tranquilles du couloir. Sarah serrait si fort la photo de Jasmine que les bords étaient froissés. Puis, les portes se sont ouvertes. Le jury est revenu. « Avez-vous rendu votre verdict ?» a demandé le juge. Le président s'est levé. « Oui, votre honneur. » Dans le silence qui suivit, même l'air semblait immobile. « Pour l'accusation de meurtre au premier degré, nous déclarons l'accusé, Nathan Cole, coupable. » Un cri étouffé s'échappa du fond de la salle. Quelqu'un laissa tomber un stylo. Sarah se couvrit la bouche. Nathan ne broncha pas. Il fixait devant lui, immobile, comme si les mots n'avaient pas encore atteint ses oreilles. Mais il l'avait fait. Le juge ordonna que le verdict serait rendu la semaine suivante. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que la salle d'audience commençait à se vider, Sarah resta assise. La journaliste Naomi Fields était assise à côté d'elle.
Est-ce cela, la justice? Demanda Naomi à voix basse. Sarah secoua la tête. Non, mais c'est un début. Dehors, des bougies étaient à nouveau allumées. Cette fois, ce n'était pas pour pleurer, mais pour se souvenir. Pour Jasmine, pour toutes les femmes transgenres qui n'ont jamais eu la chance de raconter leur histoire. La tempête n'était pas terminée, mais le silence d'un homme avait enfin été remplacé par la vérité. Et la vérité, même si elle avait mis du temps à éclater, avait enfin été révélée au tribunal. Lorsque le mot « coupable » a résonné dans la salle d'audience, il a retenti bien au-delà des murs du tribunal. La condamnation de Nathan Cole n'était pas seulement un moment de responsabilité personnelle, c'était un séisme culturel. Lorsque la nouvelle a été diffusée au journal télévisé du soir, l'histoire était passée d'une tragédie locale à un sujet brûlant à l'échelle nationale. Cette nuit-là, des veillées à la bougie ont été organisées dans plus d'une douzaine de villes à travers les États-Unis. À Montgomery, le trottoir devant l'ancien salon de Jasmine était recouvert de fleurs, de bougies et de messages écrits à la main. Quelqu'un avait dessiné son visage à la craie, sous lequel était écrit « Elle comptait ». Elle était suffisante. Sarah Coleman se tenait au centre du rassemblement, tenant une photo encadrée de Jasmine souriant sur la plage, insouciante, baignée de soleil, pleine de vie. Elle était bien plus que ce qui lui est arrivé, a déclaré Sarah à la foule. Elle était bien plus que son identité. Elle était l'art, le rire, la grâce, et elle devrait encore être là. Des applaudissements ont suivi, des larmes, des étreintes entre des inconnus. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils pleuraient ouvertement quelqu'un qu'ils n'avaient jamais rencontré. Pendant ce temps, les médias disséquaient chaque élément du procès. Les chaînes d'information en continu partageaient leurs écrans entre les images du tribunal et les débats des experts. Certains présentateurs ont salué la décision du jury comme une victoire pour la justice et la visibilité des personnes transgenres. D'autres ont profité de cette tribune pour relancer le débat sur la vérité dans les relations, frôlant dangereusement l'excuse des actes de Nathan. Un commentateur en particulier a suscité l'indignation en suggérant que ce verdict envoie le message que les gens ne peuvent pas être bouleversés lorsqu'on leur ment. La réaction a été immédiate. Les sponsors ont retiré leur publicité. Des hashtags tels que She's Jasmine, Didn't Lie et Trans Lives Matter ont inondé les fils d'actualité. L'extrait de cette déclaration est devenu un exemple illustrant à quel point la société a encore du mal à considérer les femmes transgenres à travers le prisme de la dignité humaine fondamentale. À Montgomery, le conseil municipal a tenu une réunion d'urgence pour discuter de la sécurité des personnes LGBTQ+ dans la communauté. Pour la première fois de son histoire, la réunion s'est ouverte avec un drapeau transgenre. Les intervenants se sont succédés pour partager des témoignages, dont beaucoup n'avaient jamais été exprimés à haute voix. Des récits de peur, de harcèlement, de menaces. La mort de Jasmine avait mis au jour une épidémie silencieuse, qui avait désormais un visage. L'agent Diane Morales, bien que formé à rester impartial, a admis plus tard dans une interview privée que l'affaire Jasmine l'a hantée. « J'ai vu beaucoup de choses dans ce métier », a-t-elle déclaré, « mais je n'ai jamais vu quelqu'un être assassiné de manière aussi brutale à cause d'un amour qui s'est transformé en peur. » Elle n'était pas la seule à avoir changé. Le révérend Paul Hastings, autrefois connu pour ses sermons enflammés sur la tradition et la moralité, a délivré un message très différent le dimanche suivant le verdict. Sa voix tremblait à la chair. « J'ai célébré le mariage de deux personnes qui s'aimaient », a-t-il commencé, « et j'ai failli à l'une d'elles. Je n'ai pas su faire place à la vérité, à la grâce, à l'évolution. J'ai prêché la certitude alors que j'aurais dû prêcher la compassion. » De nombreux membres de sa congrégation sont restés assis, stupéfaits. Certains sont partis, d'autres ont pleuré. Quelques-uns se sont levés et ont applaudi. La condamnation de Nathan Cole, la semaine suivante, a semblé moins dramatique que le verdict, mais tout aussi importante. La salle d'audience était plus calme cette fois-ci. Il y avait moins de caméras, pas de cris étouffés, seulement la froideur définitive d'une vie confinée à jamais entre les murs d'une prison. Avant que la sentence ne soit prononcée,
Nathan a eu la possibilité de s'exprimer. Il s'est levé lentement, la voix rauque. « Je pensais savoir ce qu'était l'amour », a-t-il déclaré. « Mais ce que j'aimais, c'était le confort, pas la vérité. Et lorsque la vérité m'a mise au défi, je l'ai détruite. » Il a marqué une pause. Tremblant, « Je ne m'attends pas à être pardonné. Mais j'espère qu'un jour, quelqu'un pourra utiliser ce que j'ai fait pour apprendre aux autres à ne pas devenir comme moi. » Le juge le condamna à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Nathan ne réagit pas. Pas de larmes, pas de protestation, seulement le silence. Après le verdict, la famille de Jasmine tint une conférence de presse. Sa mère, qui avait jusqu'alors refusé toute interview, prit enfin la parole. « Elle était ma fille avant tout », dit-elle doucement, « avant les gros titres, avant les débats sur l'identité, avant tout cela. Elle était la joie, elle était mon bébé. Et maintenant, elle n'est plus là. Mais le monde saura qui elle était, pas seulement comment elle est morte. » La conférence de presse fut diffusée d'innombrables fois sur les réseaux sociaux et les plateformes d'information. Les images de sa mère tenant dans ses mains tremblantes une photo d'enfance de Jasmine, avec ses dents manquantes, ses tresses et son sourire radieux, sont restées gravées dans la mémoire collective. L'histoire de Jasmine a suscité un débat politique bien au-delà de Montgomery. Plusieurs États ont réintroduit des projets de loi sur les crimes haineux qui incluaient l'identité de genre. Les conseils scolaires ont commencé à organiser des ateliers sur l'inclusion. Les services des ressources humaines des entreprises ont lancé des programmes de formation. Dans un monde qui avait souvent ignoré ou diabolisé les personnes transgenres, Jasmine Reed est devenue un symbole, non pas de victimisation, mais de visibilité. Même la sœur de Nathan, qui avait témoigné de leur enfance, a écrit une lettre au Montgomery Times. « J'aimais mon frère, je l'aime toujours, mais je ne le défends plus. Jasmine était sa femme. C'était un être humain. Et je prie pour qu'un jour, aucune famille n'ait à choisir entre la loyauté et la justice. » L'impact sur la communauté locale a été tout aussi profond. L'ancien salon de Jasmine a été racheté par une association LGBTQ+ locale et transformé en The Jasmine Reed Center, un espace sûr pour les jeunes transgenres et queer, qui offre un soutien psychologique, des services de beauté et des formations professionnelles. Sarah Coleman en est aujourd'hui la directrice. Des enfants peignent des fresques sur le mur du fond. L'une d'elles dit « La vérité n'est pas une menace, c'est un cadeau. » Et pourtant, derrière les victoires et les changements législatifs, une douleur persiste. Aucun mouvement ne peut rendre ce qui a été volé. Aucune sentence ne peut effacer l'horreur de cette nuit-là. Mais ce qui a émergé à la place, c'est un refus collectif de laisser l'histoire de Jasmine être définie par ses derniers instants. Elle est devenue plus qu'un titre de journal, plus qu'un dossier, plus qu'un symbole. Elle est devenue une voix qui continue de résonner. Pas dans les tribunaux, pas dans les slogans de protestation, mais dans le cœur de chaque personne qui choisit de voir quelqu'un comme Jasmine, non pas comme autre, mais comme l'un des nôtres. Le monde a vu un homme tenter de faire taire la vérité, et le monde a répondu « Pas cette fois ». La mort de Jasmine Reed n'est pas seulement le résultat d'un acte violent, c'est l'aboutissement d'années de silence, de honte sociale et des conséquences mortelles du refus de considérer les autres comme des êtres humains à part entière. Son histoire a tendu un miroir à toute une communauté, à tout un pays, posant une question à laquelle beaucoup ont encore du mal à répondre. Que faisons-nous de la vérité lorsqu'elle remet en cause notre confort? Pour Nathan Cole, la vérité est devenue un ennemi, non pas parce qu'elle était nuisible, mais parce qu'elle exigeait une évolution, une acceptation, un changement. Il n'était pas prêt pour cela. Et au lieu d'affronter ses propres limites, il s'est retourné contre la personne qui lui faisait le plus confiance. Le verdict du tribunal a peut-être apporté un sentiment de justice, mais la véritable leçon se trouve au-delà des documents juridiques et des déclarations de condamnation. Elle réside dans les façons subtiles et quotidiennes dont nous choisissons d'accepter ou de rejeter les personnes qui nous entourent. La vie de Jasmine, sa force, sa grâce, sa peur, nous rappelle que l'authenticité n'est pas une tromperie, que l'honnêteté n'est pas une trahison. Trop souvent, la société confond identité
et manipulation. Les gens se demandent « Pourquoi ne lui a-t-elle pas dit plus tôt ?» au lieu de se demander pourquoi n'était-elle pas en sécurité pour le faire. C'est là que réside la tragédie. Non pas que Jasmine ait caché une partie d'elle-même, mais que le monde lui ait appris qu'elle devait le faire. Son histoire met en lumière un schéma dangereux. Lorsque la vulnérabilité rencontre l'ignorance, le résultat est souvent la cruauté. Mais s'il y a une chose que sa vie a prouvée, c'est que la visibilité est importante. Être vu tel que l'on est n'est pas un luxe, c'est un droit. L'impact du meurtre de Jasmine résonne dans les salles de classe, les églises, les foyers et les chœurs. Il incite les parents à élever leurs enfants sans crainte de la différence. Il pousse les institutions à protéger les voix marginalisées. Et il nous oblige à réexaminer ce que signifie véritablement la justice. La justice ne consiste pas seulement à punir les coupables, elle consiste à honorer la vérité. Et la vérité, même si elle est inconfortable et dérangeante, est ce que Jasmine portait en elle chaque jour, même lorsque cela l'effrayait, même lorsque cela lui a coûté la vie. L'héritage de Jasmine ne se définit pas par la façon dont elle est morte, mais par ce qu'elle représentait. L'amour sans condition, l'identité sans honte et le courage d'être soi-même dans un monde qui punissait souvent cela. Son histoire nous laisse un choix. Allons-nous rester les spectateurs d'un préjugé enveloppé dans la tradition? Ou allons-nous devenir les défenseurs de la vérité, même lorsqu'elle nous met mal à l'aise? Car la leçon que nous laisse Jasmine est claire. Il ne suffit pas d'être gentil quand c'est facile. Nous devons être courageux quand c'est difficile. Dans les mois qui ont suivi la condamnation de Nathan Cole, Montgomery a commencé à changer, pas d'un seul coup, ni sans résistance, mais de manière notable. Cette ville tranquille du Sud, autrefois connue pour ses traditions et ses hésitations, a commencé à parler de choses qu'elle avait longtemps ignorées. Le nom de Jasmine Reed est devenu incontournable dans les écoles, les centres communautaires et même les groupes de discussion des églises. Les élèves ont peint des fresques murales sur les bâtiments publics représentant son sourire accompagné de messages d'acceptation et d'espoir. Une fresque près du palais de justice disait simplement « Dites la vérité, vivez-la quand même ». La maison de Willow Street, où la tragédie s'est déroulée, a finalement été achetée par un donateur anonyme et transformée en refuge temporaire pour les jeunes LGBTQ+, rejetés par leur famille. La maison a été rebaptisée Jasmine's Place. Les jeunes y trouvent désormais non seulement un toit, mais aussi un espace où ils peuvent guérir, être vus et imaginer un avenir plein de possibilités. Nathan Cole est toujours incarcéré dans une prison fédérale. Il ne reçoit aucune visite. Selon les rapports du personnel, il passe la plupart de ses journées à lire et parle rarement. Il aurait refusé toute interview, même avec des journalistes qui lui ont proposé de présenter sa version des faits. Sarah Coleman, la meilleure amie de Jasmine et aujourd'hui militante de premier plan, parcourt le pays pour raconter l'histoire de Jasmine. Elle se rend dans des écoles, des établissements pénitentiaires et des bureaux législatifs pour exhorter les gens à voir l'humanité dans la vie des personnes transgenres avant qu'une autre tragédie ne fasse la une des journaux. Au niveau de l'État, l'Alabama a adopté une loi en l'honneur de Jasmine, la Reed Act, qui prévoit le financement de services de santé mentale pour les personnes transgenres et une protection juridique contre les crimes haineux fondés sur l'identité de genre. Ce fut une lutte difficile, marquée par des manifestations, des débats et des oppositions, mais la loi a été adoptée. Le nom de Jasmine est désormais inscrit dans la loi de l'État, rappelant que même après sa mort, sa voix peut encore faire bouger les choses. Pourtant, toutes les blessures ne sont pas cicatrisées. Certains membres de la famille de Jasmine ont quitté Montgomery, incapables de supporter les souvenirs constants. Sa mère a conservé la chambre d'enfant de Jasmine, telle qu'elle. Son père, qui l'avait autrefois rejeté, assiste désormais à chaque veillée commémorative, le visage baigné de larmes. Il porte toujours une photo d'elle sur lui. « Je ne la comprenais pas quand elle était en vie », a-t-il un jour déclaré devant une foule. « Mais je passerai le reste de ma vie à faire en sorte que le monde la comprenne. » Les médias ont fini par passer à autre chose, comme toujours. De nouvelles tragédies ont éclaté.
De nouveaux noms ont été pleurés. Mais l'histoire de Jasmine reste gravée dans le cœur de ceux qui l'ont aimée et de ceux qui ont trouvé la force grâce à elle. À leur manière, sa présence continue de se faire sentir. Une citation sur une affiche, un nom sur une facture, un enfant qui apprend à s'aimer un peu plus tôt, et c'est peut-être là l'impact le plus fort, non pas un titre à la une ou un verdict, mais un changement discret dans la façon dont quelqu'un perçoit une autre personne, avec plus de patience, plus de vérité, et un peu plus d'amour. À vous de vous exprimer. À votre avis, à quoi ressemble la justice dans une affaire comme celle-ci? Le verdict était-il suffisant? Quelque chose pourrait-il jamais compenser le poids d'une vie perdue de manière si brutale, si absurde? L'histoire de Jasmine Reed n'est pas seulement une tragédie. Elle montre comment le silence peut tuer, comment la honte peut isoler, et comment l'amour, lorsqu'il est déformé par la peur et l'ignorance, peut devenir mortel. Mais elle parle aussi de vérité, du prix à payer pour la vivre et de ce que cela signifie lorsque nous commençons enfin à la défendre. Si cette histoire vous a ému, si vous avez ressenti le poids de son absence, si vous avez entendu sa voix résonner entre chaque mot, alors agissez. Commencez par partager son nom, Jasmine Reed. Dites-le à voix haute. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Publiez-la là où quelqu'un pourrait se reconnaître dans son histoire et se sentir un peu moins seul. Ensuite, laissez un commentaire ci-dessous. Nous voulons connaître votre opinion. Pensez-vous que la justice a rendu une décision juste? Qu'auriez-vous fait à la place de Nathan? Que signifie l'amour lorsque la vérité est en jeu? Exprimez-vous. Mettez-y tout votre cœur et n'oubliez pas de vous abonner. Chaque semaine, nous vous proposons des histoires que le monde a besoin d'entendre, des histoires qui nous interpellent, nous inspirent et nous rappellent ce que signifie être humain. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas, la vérité mérite d'être entendue. Toujours.